vais vérifier. Je vous laisse, dit le gardien. Cormery s'approcha de la pierre et la regarda distraitement. Oui, c'était bien son nom. Il leva les yeux. Dans le ciel plus pâle, des petits nuages blancs et gris passaient lentement, et du ciel tombait tour à tour une lumière légère puis obscurcie. Autour de lui, dans le vaste champ des morts, le silence régnait. Une rumeur sourde venait seule de la ville par-dessus les hauts murs. Parfois, une silhouette noire passait entre les tombes lointaines. Jacques Cormery, le regard levé vers la lente navigation des nuages dans le ciel, tentait de saisir, derrière l'odeur des fleurs mouillées, la senteur salée qui venait en ce moment de la mer lointaine et immobile, quand le tintement d'un seau contre le marbre d'une tombe le tira de sa rêverie. C'est à ce moment qu'il lut sur la tombe la date de naissance de son père, dont il découvrit à cette occasion qu'il l'ignorait. Puis, il lut les deux dates, 1885-1914, et fit un calcul machinal. 29 ans. Soudain, une idée le frappa qui l'ébranla jusque dans son corps. Il avait 40 ans. L'homme enterré sous cette dalle et qui avait été son père était plus jeune que lui. Et le flot de tendresse et de pitié qui d'un coup vint lui emplir le cœur n'était pas le mouvement d'âme qui porte le fils vers le souvenir du père disparu, mais la compassion bouleversée qu'un homme fait ressent devant l'enfant injustement assassiné. Quelque chose ici n'était pas dans l'ordre naturel. Et à vrai dire, il n'y avait pas d'ordre, mais seulement folie et chaos, là où le fils était plus âgé que le père. La suite du temps lui-même se fracassait autour de lui, immobile entre ces tombes qu'il ne voyait plus, et les années cessaient de s'ordonner suivant ce grand fleuve qui coule vers sa fin. Elles n'étaient plus que fracas, ressacs et remous, où Jacques Cormery se débattait maintenant aux prises avec l'angoisse et la pitié. Il regardait les autres plaques du carré et reconnaissait aux dates que ce sol était jonché d'enfants qui avaient été les pères d'hommes grisonnants qui croyaient vivre en ce moment. Car lui-même croyait vivre. Il s'était édifié seul, il connaissait sa force, son énergie, il faisait face et se tenait en main. Mais, dans le vertige étrange où il était en ce moment, cette statue que tout homme finit par ériger et durcir au feu des années pour s'y couler et y attendre l'effritement dernier, se fendillait rapidement, s'écroulait déjà. Il n'était plus que ce cœur angoissé, avide de vivre, révolté contre l'ordre mortel du monde qui l'avait accompagné durant 40 années et qui battait toujours avec la même force contre le mur qui le séparait du secret de toute vie, voulant aller plus loin, au-delà, et savoir avant de mourir, savoir enfin pour être, une seule fois, une seule seconde, mais à jamais. Il revoyait sa vie folle, courageuse, lâche, obstinée, et toujours tendue vers ce but dont il ignorait tout. Et en vérité, elle s'était tout entière passée sans qu'il ait essayé d'imaginer ce que pouvait être un homme qui lui avait donné justement cette vie pour aller mourir aussitôt sur une terre inconnue de l'autre côté des mers. À 29 ans, lui-même, n'était-il pas fragile, souffrant, tendu, volontaire, sensuel, rêveur, cynique et courageux? Oui, il était tout cela, et bien d'autres choses encore. Il avait été vivant, un homme, enfin. Et pourtant, il n'avait jamais pensé à l'homme qui dormait là comme à un être vivant, mais comme à un inconnu qui était passé autrefois sur la terre où il était né, dont sa mère lui disait qu'il lui ressemblait et qui était mort au champ d'honneur. Pourtant, ce qu'il avait cherché avidement à savoir à travers les livres et les êtres, il lui semblait maintenant que ce secret avait partie liée avec ce mort, avec ce père cadet, avec ce qu'il avait été, ce qu'il était devenu, et que lui-même avait cherché bien loin ce qui était près de lui dans le temps et dans le sang.
À vrai dire, il n'avait pas été aidé. Une famille où l'on parlait peu, où on ne lisait ni n'écrivait, une mère malheureuse et distraite qui l'aurait renseigné sur ce jeune et pitoyable père. Personne ne l'avait connu que sa mère, qui l'avait oublié, il en était sûr. Et il était mort, inconnu sur cette terre où il était passé, fugitivement, comme un inconnu. C'était à lui à se renseigner, sans doute, à demander. Mais celui qui, comme lui, n'a rien et veut le monde entier, il n'a pas assez de toute son énergie pour s'édifier et conquérir ou comprendre le monde. Après tout, il n'était pas trop tard. Il pouvait encore chercher, savoir qui était cet homme qui lui semblait plus proche maintenant qu'aucun être au monde. Il pouvait... L'après-midi s'achevait maintenant. Le bruit d'une jupe près de lui, une ombre noire, le ramena au paysage de tombes et de ciel qui l'entourait. Il fallait partir. Il n'avait plus rien à faire ici. Mais il ne pouvait se détacher de ce nom, de ces dates. Il n'y avait plus sous cette dalle que cendres et poussière, mais pour lui son père était de nouveau vivant, d'une étrange vie taciturne, et il lui semblait qu'il allait le délaisser de nouveau, le laisser poursuivre, cette nuit encore, l'interminable solitude où on l'avait jeté puis abandonné. Le ciel désert résonna d'une brusque et forte détonation. Un avion invisible venait de dépasser le mur du son. Tournant le dos à la tombe, Jacques Cormery abandonna son père. Vous savez...